je pense que vous avez reçu hier l'avocat. L'avocat, oui, bien évidemment, qui est revenu longuement sur les détails techniques. Sur cette situation. Mais voilà, vous me donnez l'occasion parce que j'en étais vraiment un peu meurtri le soir quand j'ai vu qu'à la télévision nationale, justement, le procureur est venu comme donner la position officielle. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, le procureur Ali Touré a dit qu'en réalité, il y a eu cette décision, mais sur cette décision-là, voilà ce qu'il a décidé et qu'en résumé, ce qu'on doit retenir, c'est que Kabila Silla reste en prison et les biens qui sont saisis, le reste aussi. C'est juste une parenthèse, je ne comprends pas pourquoi on doit continuer à faire de la RTZ un instrument de propagande de l'État. Pourquoi en réalité cette RTZ-là ne fait pas ce reportage où elle donne la parole à l'avocat de Kabila Silla, où elle donne la parole à un juriste pour expliquer réellement à l'opinion les faits, mais pas vendre en réalité la position du procureur, parce qu'on estime que le procureur défend l'intérêt de l'État. En réalité, le procureur ne défend pas que l'intérêt de l'État, il défend l'intérêt public, notamment l'intérêt de Kabila Silla, s'il était en jeu, parce que le procureur, comme les juristes le disent, il ne poursuit pas qu'à charge. C'est aussi à décharge. Voilà, c'est aussi à décharge quand c'est le cas. Mais c'est dommage qu'on continue à faire des médias de service public, des médias de propagande au service seulement de la communication de l'État. On voit dans les autres pays des reportages qui passent à la télévision nationale où on donne la parole aux opposants, où on donne la parole à des gens qui ont des intérêts opposés au régime qui est en place, mais il n'y a pas de miracle là-dessus et je ne pense pas que c'est une ministre de la communication ou que c'est un président qui va passer un appel et demander au directeur des comptes parce qu'il a donné la parole, par exemple, à l'avocat de X ou de Y. Je pense que c'est un comportement qu'il faut flétrir. Mais au-delà de ça, comme je le disais, on a suffisamment entendu l'avocat hier. Moi, avant l'émission, j'avais eu quelques discussions avec certains spécialistes. J'ai même partagé dans le groupe. Des spécialistes, il y en a qui pensent qu'en réalité, en la matière, le procureur pouvait bien faire son appel, mais l'appel, puisque la liberté est sacrée, à partir du moment où l'instruction a dit qu'il n'y a pas de charge qui est retenue contre X et automatiquement, cette décision-là, elle devait être appliquée. L'appel que le procureur pouvait faire ne pouvait aucunement empêcher la mise en liberté. Bon, après, on a aussi vu, lui aussi, ses arguments à lui, le procureur, qui dit simplement que, effectivement, l'appel qu'il fait lui donne la possibilité d'empêcher la sortie de M. Kabila Silla. De toute façon, c'est lui qui est chargé d'exécuter cette décision et donc on attend, puisqu'il dit qu'il a saisi la chambre de l'instruction, de contrôle de l'instruction, on attend de voir ce que cette chambre de contrôle de l'instruction va dire et s'il va se plier à cette décision. Mais on rappelle simplement que à plusieurs reprises, au niveau de juridictions inférieures, des décisions ont été prises, le procureur s'y est opposé. Les gens sont passés à un degré plus élevé. Le procureur s'y est opposé. C'est notamment le cas de Kassori Fofana. Plus de 5 fois, il y a des ordonnances de mise en liberté auxquelles... Donc, ce n'est pas une nouveauté en réalité. Ça ne devrait pas surprendre que le procureur se comporte ainsi. Je dis comporte, ce n'est pas péjoratif, mais se conduise de la sorte, prenne cette démarche-là qui consiste à dire niet, c'est-à-dire qu'à coûte que coûte, à vouloir le maintien en prison de ces détenus-là, parce qu'il ne s'agit pas que de Kabila Silla, il s'agit aussi du cas où vous voyez toute la parade autour de l'affaire Dr Mohamed Diané, et vous avez toute la parade autour de Kassori Fofana. C'est des explications juridiques, mais dont la finalité est que on veut coûte que coûte maintenir les gens en prison. Alors que je pense que toutes les garanties avaient été offertes pour que effectivement ces gens-là puissent se retrouver chez eux et qu'ils puissent continuer à répondre à l'appel de la justice. De toutes les façons, je pense qu'on n'y peut rien. Et voilà, c'est aussi ça notre justice en 2023. Donc tout ce qu'on demande, tout ce qu'on prie, c'est de voir qu'un dénouement heureux se fait autour de cette situation. Parce qu'une fois encore, je l'avais dit ailleurs, je pense que l'objectif de la CRIEF, au finish, vous voyez bien que dans d'autres pays, elle a même changé de nom, notamment au Sénégal. L'objectif de la CRIEF, ce n'est pas au bout de 4 ans ou au bout de 2 ans après la transition qu'on dise on a réussi à maintenir Kabila Silla, Kassori et tel en prison. Ce n'est pas ça l'objectif, à mon avis. À mon avis, moi. Ce n'est pas de dire on a maintenu tel nombre de ministres, d'anciens ministres en prison, mais c'est de dire
on a réussi à travers des procédures judiciaires irréprochables à ramener dans les caisses de l'État 100 000 milliards ou 200 000 milliards qui avaient été volés. C'est ça le mérite de la CRIEF. Ce n'est pas le fait d'emprisonner, c'est de dire au bout du rouleau, on a ramené des milliers et des milliards pareil, quand on a dit au président que c'est 15 millions, on accuse Kassori de détournement de 15 millions, qu'il aurait piqué une crise, il voulait même millions de dollars. Non, ils ont dit 15 milliards, je vais dire. 15 milliards, que c'est 15 milliards, qu'il a failli gifler un ministre. Et puis, les enjeux sont plus importants que ça. Des gens comme Kassori qui a fait plus de 30 ans dans l'administration publique, plus de 30 ans. Si on vous dit de presser ce monsieur-là pour sortir l'argent qu'il aurait volé, entre guillemets, et que vous n'avez pu que indexer 15 milliards, c'est que vous n'avez pas été à la hauteur des attentes. À la hauteur des attentes serait d'être capable d'apporter des preuves qu'il a détenu, par exemple, 100 000 milliards ou 200 000 milliards ou 300 000 milliards. C'est ça, à mon avis, c'est par cela qu'on aurait rendu service au pays. Mais si au bout du rouleau, l'objectif, c'est-à-dire que le bilan de Ali Touré ou de la CRIEF va être de dire oui, on a réussi à sortir des arguments juridiques, on a réussi à montrer la loi et on a réussi quand même à maintenir X ou Y en prison. En ce moment, la CRIEF confirmera vraiment les soupçons que beaucoup sont faits sur elle, des soupçons qui seront desquels c'est justement un instrument politique, un instrument de règlement de compte. Et tant qu'à un niveau différent de la maison qu'on a dénommée CRIEF, là, il se décide que X ou Y doivent être en prison et qu'on réussit à mettre en forme cela et maintenir les gens en prison. Justement, la CRIEF n'aura servi qu'à un objectif plutôt politique. Très bien. Alors, Yacine Palais, est-ce qu'on va dire finalement qu'ils ont décidé l'option de quitter le pays? Est-ce qu'à cette allure, on ne va pas leur donner raison? Alors, on ne va pas donner tort à des gens qui ont décidé de rester chez eux, de prouver qu'ils sont innocents. On ne va quand même pas dire que vous avez tort d'estimer que vous n'avez rien fait, vous devez fuir. Mais si vous devez rester en prison, non, justement, non, c'est pas sur eux qu'il faut s'acharner. Il faut s'acharner contre les personnes qui les ont mis en prison alors qu'ils n'ont rien fait. Il ne faut pas dire, en fait, il faut pas changer la cible. Parce que si on dit ceux qui ont quitté ont raison, ça veut dire que ceux qui sont restés, qui ne se reprochent de rien, ont tort de rester, ils devraient fuir leur pays. Non, quand tu ne te reproches de rien, tu dois venir. Et même on est en train de dire à ceux qui sont partis, venez faire face à la justice. C'est alors à ceux qui sont en train d'instrumentaliser la justice qu'il faut dire, attention, c'est pas comme ça. Vous ne servez pas le pays. Il y a des textes et lois. On ne veut pas que quelqu'un soit au-dessus de la loi. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait des personnes qui sont ciblées plus que d'autres. Il ne faudrait pas que des gens, sous prétexte... En fait, la prison, c'est l'exception, la réalité. Mais c'est qu'aujourd'hui, pour les personnes importantes, la prison, c'est la règle générale. Parce qu'il faut voir ceux qui sont en prison. Il y a beaucoup, j'ai entendu Ali Touré dire qu'il y a beaucoup, il a même donné les chiffres de personnes qui sont dehors. Mais il faut voir ceux qui sont en prison. Il faut voir ceux qui sont menacés aussi d'aller en prison. Quelles sont ces personnes-là? Je trouve qu'on est dans une situation où, pour certaines personnes, on aurait, en fait, pour Ali Touré, la CRIEF, ils auraient plus intérêt à ce que ces personnes-là fuient le pays qu'à ce que ces personnes restent. Donc je pense qu'un homme comme Bill Gates, tu le laisses dehors. Il a combien d'actions en Guinée? Il n'a nulle part où aller. Même s'il partait, il ne peut pas prendre toutes ses entreprises, tous ses biens et partir avec. Il va les laisser ici. Donc si une personne comme ça décide de fuir, ça veut dire quoi? Vous avez tout le loisir de dire tout ce que vous voulez sur lui. Il n'aura pas la possibilité de se défendre. Il y a des gens qui ont fui. Est-ce qu'ils se défendent aujourd'hui? Non, mais ici, quand vous regardez la situation, vous avez envie de comprendre leur position, même si je donne toujours raison à ceux qui ont décidé de rester et de dire qu'ils n'ont rien fait. Maintenant, vous regardez Bill Gates, ils ont fait 20 mois de boulot et ils n'ont rien trouvé. On lui demande de rentrer chez lui. Il y a quand même cet appel qu'Ali Touré interjette. D'accord, c'est son droit d'interjeter appel. Mais ce qui m'intrigue, moi, c'est que lorsque vous observez, il y a combien de fois il a perdu, il a interjeté appel, il a perdu, il a interjeté appel, il a perdu. Il va au niveau d'une chambre pour dire non, telle personne ne doit pas être libérée. On statue sur le sol, on dit non, il faut le libérer. Plusieurs fois. Vous savez, Ali Touré est ce genre de procureur qui pense que le degré de la connaissance s'arrête à son degré de l'ignorance. C'est-à-dire que c'est ce procureur qui pense que perdre une bataille, c'est aussi... ça voudrait dire qu'il n'a pas le niveau. Vous savez, il a le complexe de l'infériorité. Il me rappelle
ce tailleur qui était chez nous et quand on était petit, une fois, il y a une fille qui lui dit, je mesure 1m67. Il dit, non, tu fais beaucoup moins que ça. Et puis, il mesure la fille, il trouve que c'est 1m66. Il dit, non, tu vois, je t'avais dit que tu n'avais pas 1m67. Dans tous les cas, tu n'as pas eu raison. Parce qu'il a le complexe d'infériorité. Dire qu'il s'est trompé, pour lui, c'est la fin du monde. Donc, ce qui se passe avec Bill Gates, c'est parce qu'il a en face de lui deux personnes. Le ministre de l'Injustice, le faux ministre des Droits de l'Homme, plus un procureur, tous deux n'ayant pas ce qu'il faut pour être là où ils sont. C'est le genre de personnes qu'on aurait pu appeler, entre guillemets, parvenus de la gloire, ou ce sont les gens que Thierno Monenembo aurait pu appeler les crapauds brousses. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont partout sauf à leur place. Quand vous regardez les critères pour qu'un magistrat devienne ministre, vous avez envie de dire au ministre de l'Injustice de quitter tout de suite parce qu'il n'est pas à son poste. Quand vous regardez ce qu'Alou Touré a fait et lorsqu'on lui a demandé où sont les preuves, qu'est-ce qu'il a répondu? Pour la première fois, nos confrères de... Bon, j'ai oublié le média et je préfère même ne rien dire. Mais il avait dit ce jour, il dit, moi je n'ai pas besoin de preuves. Je ne suis allé nulle part. Vous avez vu, ils ont construit combien de bâtiments? Mais les gens ne devraient... C'est pas un crime que d'être riche là. Ce n'est pas la faute des gens si lui il a été pauvre jusqu'à maintenant. Il faut bien qu'on comprenne que quand tu entends ça, tu as l'impression qu'il y a de l'aigreur. Sinon qu'on nous explique pourquoi les comptes de Dioma Media par exemple sont gelés. On avait le défenseur, l'avocat ici qui a expliqué que Dioma ne faisait même pas partie de la procédure. Pourtant, les comptes de Dioma Media sont gelés. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que je ne suis pas surpris de ce... Je le plains, mais je ne suis pas surpris de ce qui arrive à Bill Gates. Parce que tout simplement, vous avez un homme comme Ali Touré dont le niveau académique, intellectuel en termes de droit peut être questionné aujourd'hui sur la base de ce qu'on a vu jusqu'ici, parce qu'il a fait plusieurs conférences pour expliquer les dossiers, ce qui se passe. Plus il s'explique, plus on comprend qu'il n'a rien compris sur ce qu'il est en train de dire. Donc parfois, lui, sa seule éloquence, c'est le silence. Le ministre de l'Injustice, il voit ça. Le faux ministre des Droits de l'Homme, il voit ce qui se passe. Mais il ne dit rien. On va dire le ministre... Non, ce qui se passe dans le cas de... Ce qui se passe dans le cas de Bill Gates, c'est de l'injustice. Et le ministre voit ça. Et dans ces conditions-là, sur ce cas précis, il devient ministre de l'Injustice parce qu'il ne se bat pas. Il a sanctionné combien de personnes, combien de magistrats? Il a fait sortir combien de personnes? Ils sont même en grève. Il a fait sortir combien de personnes? Ils viennent dans les commissariats. Non, même si c'est... En tant que ministre des Droits de l'Homme, il vient, il trouve des gens en prison. Il dit non, lui, il a fait plus de temps, il devrait être libéré. Il suspend des autres. Mais c'est pas son travail. Hein. Non, justement. C'est pas son travail, mais il l'a fait. Ça veut dire qu'il peut, quand il pense que c'est l'injustice... Il a la possibilité. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux dire. Et ce que je veux dire, c'est que quand il sent qu'il y a de l'injustice, il peut s'énerver. Ça peut le toucher. Pourtant, Bill Gates est victime d'injustice, ça fait combien de temps? Bien sûr. Est-ce qu'il s'est levé pour dire qu'il faut appliquer la loi? Qu'est-ce qu'il a fait en tant que ministre de la Justice? Oui, mais c'est lui qui a donné le compte en tant que procureur. Non, moi je parle... Bill Gates qui sont retrouvés à la place publique. Je ne parle plus du procureur, parce que de ce côté-là... Non, lui, Charles Wright, il était d'abord procureur. C'est pourquoi je dis je ne parle plus du procureur Charles Wright. Parce qu'à l'époque, on avait craint qu'il intente une action contre tout le peuple de Guinée réuni. Parce qu'il dormait, il se réveillait, c'est une poursuite qu'il lançait. Ce que je dis, c'est que moi je parle du ministre de là où il est aujourd'hui, ministre de la Justice. Enfin, s'il y a encore la justice dans ce pays. Je veux parler de ça. Je veux parler du ministre des Droits de l'Homme qu'il est et les fonctions qu'il n'assume pas correctement. C'est de ça que je parle. Je ne parle même plus du procureur. Aujourd'hui, Bill Gates est face à une situation qui s'est passée pendant qu'il est à la fois ministre de la Justice, pendant qu'il est à la fois ministre des Droits de l'Homme. C'est-à-dire qu'il peut agir selon les limites de la loi. Il peut dire à Ali Touré, mon frère, nous avons échoué tous les deux. Il faut libérer le monsieur là. N'est-ce pas? Mais il ne le fait pas. Donc je dis encore une fois, si ça, ce n'est pas de l'acharnement. Vous menez des enquêtes, votre objectif, c'est de servir la nation. Et si vous vous rendez compte qu'effectivement, ce citoyen n'a rien fait, c'est qu'il n'y a pas de... mais ça, c'est quand tu as un certain niveau. Pour eux, ça veut dire qu'ils n'ont pas le niveau. Pour eux, ça veut dire que ça remet en cause tout ce qu'ils ont appris à l'école. Donc aujourd'hui, libérer Bill Gates, c'est un camouflet pour eux. Alors que ça devrait plutôt les grandir pour dire on s'est trompé, la justice a dit qu'on n'a pas raison, il est libre, donc on passe à autre chose. Mais ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Justement, c'est parce que dans la tête, ce qu'ils ont appris, ce n'est pas beaucoup. Bien, allez-y, Moustapha, par rapport à cette actualité, je posais la question tout à l'heure.
l'heure de savoir, est-ce qu'à cette allure, ceux qui pensent qu'il faut croire en la justice, est-ce que l'effectif ne va pas, disons, si les gens ne vont plus manquer de confiance vis-à-vis de la CRIEF? En tout cas, c'est un peu compliqué parce que la justice, elle doit rassurer, mais elle ne doit pas effrayer. D'abord, j'ai une première appréhension, c'est une bonne nouvelle pour Bill Gates parce qu'il est resté pour laver son honneur. Il avait tous les moyens, toutes les opportunités pour partir. Et il avait d'autres astuces, mais il a préféré non, on m'accuse de quelque chose dans mon pays, je ne l'ai jamais fait, je ne fuis pas. Donc je crois que ce honneur-là, il avait là où il est aujourd'hui, bien qu'il soit en prison, mais je sais, moralement, il peut s'en réjouir. Et il est plus haut, il est fort mentalement aujourd'hui, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Maintenant, moi j'ai un problème avec la justice et avec le droit. Je comprends pourquoi les sages ont classé le droit au rang des sciences normatives. Parce que le droit, c'est vraiment un problème. C'est que le même article, le même code, 10 personnes peuvent l'interpréter et tu as l'impression que chacun a raison. C'est vraiment difficile. Ça pose problème. Moi, je ne comprends pas. La Chambre, là, combien de fois cette Chambre a ordonné de libérer les gens? Combien de fois la Cour suprême a ordonné de libérer les gens? Mais à chaque fois que cela arrive, il y a Ali Touré qui dit qu'il a le droit d'interjeter appel. Moi, je l'appelle le spécialiste en interjection des appels. Je crois que c'est comme ça on le dit. Parce que là, vraiment, moi, j'ai un problème. Et les gens, on l'avait dit ici, il faut humaniser la justice. Je crois que la justice guinéenne, elle est déshumanisée, ça c'est depuis. Depuis la révolution, on ne s'est pas pardonné, on a condamné des gens, et on est parti. Finalement, on a créé une citadelle de méfiance fondée on a sur vu les règlements par exemple, de compte, qui est en train de perdre l'usage de ses orteils, et c'est vérifié par tout ce qui passe là-bas. C'est dommage. On l'avait dit dès le début, il y a des personnalités dans ce pays. Je ne dis pas qu'ils ne méritent pas la prison. Je ne dis pas qu'ils ne méritent pas la prison. Mais au Japon, en Corée du Sud, il y a le patron de Samsung qui a été libéré pour qu'il puisse contribuer à stabiliser l'économie du pays. Les gens comme Bill Gates, les gens comme Antonio, les gens comme Sonoko, les gens comme autres personnes qui contribuent, les patriotes qui ont accepté d'investir dans ce pays, donner de l'emploi à des milliers de personnes, se trouvent dans une telle situation. Ce n'est pas eux. Ça fait peur. Vraiment, ça fait peur. Et la Guinée. C'est comme si l'objectif est d'humilier. Malheureusement. On a vu en Angola, on a demandé aux gens même ceux qui doivent de l'argent à l'État. Et puis voilà. Donc, à un certain moment, je crois qu'Ali, c'est difficile qu'Ali Touré se débarrasse des personnalités. Je crois qu'il est en train. On a l'impression qu'il veut construire sa carrière sur la souffrance de ces gens-là. Et malheureusement. Donc, moi, je n'en dis pas trop. Je félicite Bill Gates pour cette victoire. C'est une victoire, parce que là, son honneur est lavé, à mon avis. Maintenant, entre Ali Touré, ça n'a pas commencé par lui. Moi, je ne pense pas que ce soit forcément les causes réelles pour lesquelles il soit maintenu, mais ça, c'est autre chose. Comme on ne connaît pas les choses. Il y a une dernière information qui est tombée parce que il y a aussi l'ex-ministre Ibrahima Kourouma, ministre de l'Éducation, ensuite ministre de la ville, qui lui aussi a bénéficié d'une mise en liberté et automatiquement, comme c'est de coutume, le procureur Ali Touré y a opposé encore son veto. Je rappelle ça parce qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression que c'est parce que c'est Bill Gates. En réalité, on a rappelé que même pour Damaro, c'est fille locale, le cas de Kassouri, c'est comme ça. Parce que moi, je suis convaincu d'une chose, si la justice est bien faite, peut-être que ce qu'on reproche à ces gens-là, peut-être que tout n'est pas faux. Mais en réalité, en biaisant la procédure, en biaisant même sur la forme, vous empêchez même le pays, même des régimes qui viendront après, de pouvoir reprendre ces procédures-là et pouvoir presser certains, parce que ça aussi, il faut le rappeler, il faut le dire. Quand on a fait 10 ans de gestion, tout ne peut pas être propre, mais en réalité, ce qu'on demande, c'est à ce que les procédures soient respectées. Et la façon dont on est en train de bâcler les choses, ça n'arrage pas parce que ça ne nous aide aucunement. Il y a certains qui sont là-bas qui pensent même qu'on ne parle pas de leur dossier. Qui a aussi bénéficié d'une mise en liberté. Il y a des gens qui sont là-bas parce qu'ils pensent que ça remet en cause son niveau. Il y a des gens qui sont là-bas, on ne sait même pas s'ils sont là-bas. Quand vous partez pour voir, c'est dommage. Oui, alors, Baïla, sur cette question, quelles sont les chances de Kabinet Silla justement pour justement se tirer de ce bourbier? Et j'ai oublié de dire, c'est une info Média Guinée pour sourcer. C'est important. Et l'autre information que j'ai donnée à l'entame de cette émission, c'est de Guinée 114 qui a pu obtenir une interview avec Idriss Chérif. Oui, allez-y, Baïla, sur cette question.
Oui, donc effectivement, je rebondis là où vous avez terminé, parce que vous avez parlé des cas de personnes dont on ne parle pas. Et au fait, c'est pour cela qu'il est important, d'ailleurs, en général, moi j'aime bien rappeler qu'il faut dépersonnaliser souvent les choses, et dépersonnaliser les débats et poser les vraies questions et défendre les valeurs sans regarder la tête de celui qui est derrière. Pourquoi je dis ça? Je commence par ce que je rappelle depuis toujours. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la détention provisoire qui est abusivement utilisée par les acteurs, certains acteurs de la justice, le procureur et le juge d'instruction. C'est important, les deux. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est un constat que tous les défenseurs des droits de l'homme font depuis longtemps. La question de la détention préventive en Guinée. Mais malheureusement, c'est quelque chose dont on ne parlait pas beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est vrai, c'est des personnes, il y a beaucoup de personnes plus connues, plus populaires en raison de leurs fonctions, en raison de leurs activités, qui sont victimes de ce abus. Et ça permet justement de pointer du doigt cet abus, mais justement, il ne faut pas s'arrêter à ces personnes. Il faut combattre l'abus. Il faut se demander comment justement la loi, on va dire, le flou de la loi, ou comment la loi est utilisée par certains acteurs ou à des fins autres que ce pourquoi elle avait été prise, et pourquoi il n'y a pas assez de garde-fous pour le faire. Et je rebondis aussi justement sur ce que Kalo disait, parce qu'il a raison. Souvent, on est effectivement, et ça, c'est le droit qui est comme ça. Il y a des différences d'interprétation. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la doctrine. Sur le cas précis de Bill Gates, par exemple, on a eu hier Maître Almami Samori Traoré qui a rappelé justement cet article 284 qui, a priori, est assez clair. En son alinéa 2, qui dit les inculpés provisoirement détenus. Donc, je commence par l'alinéa premier parce que c'est logique, c'est important. Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charge, il déclare par une ordonnance qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Ensuite, l'alinéa dit les inculpés provisoirement détenus sont mis en liberté. Les inculpés provisoirement détenus sont mis en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire. Donc, a priori, cette disposition, effectivement, elle est assez claire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que justement, le même code de procédure pénale, le procureur va, lui, s'appuyer sur une autre disposition, sur l'alinéa 293, qui parle des droits d'appel qui appartiennent à l'inculpé, au procureur, à la partie civile, et qui dit, en dernier alinéa, en cas d'appel du ministère public, l'inculpé détenu est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué dans les délais. Maintenant, j'ai posé la question hier à Maître Almami Samori Traoré, et il m'a expliqué, et je suis d'accord avec son explication, que ce dernier, c'est pour des ordonnances bien précises qui sont citées au premier alinéa, qui sont les ordonnances de constitution de partie civile et deux autres types d'ordonnances dont ne fait pas partie l'ordonnance de non-lieu. Donc malheureusement, on est là face à encore des batailles procédurières, des batailles juridiques. Mais moi, ce que je veux dire, le message, c'est justement, le bout du tunnel, a priori, n'est pas loin. Si on a fait un an, bien sûr. Pendant un an, on a fait une instruction. Plus d'un an, on a fait une instruction, on a cherché à charge et à décharge. In fine, le juge d'instruction dit qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. L'appel du procureur ne fera certainement que retarder l'échéance. Maintenant, ce droit d'appel aussi, il faut le dire, ce droit d'appel, effectivement, c'est un droit qui appartient au procureur et il l'utilise aussi systématiquement. Et souvent aussi, le droit d'appel appartient à toutes les parties. C'est-à-dire quand une partie aussi, par exemple, une partie de la défense n'est pas satisfaite. Exemple concret, si une ordonnance, on prend une ordonnance pour vous mettre justement en prison, vous n'êtes pas d'accord, vous faites appel. C'est votre droit. C'est aussi cette logique. Maintenant, justement, moi, je le disais le jour où cette ordonnance de non-lieu a été rendue, j'ai dit, j'attends de voir, parce que a priori, le procureur va faire appel. Si on se base en tout cas, sur l'historique, justement,
c'est que systématiquement, il a fait appel. Je voyais mal comment justement il n'allait pas encore faire appel. Maintenant, il y a des différences de vue effectivement sur ses conséquences. Et là aussi, ce droit d'appel et les effets de l'appel sur la détention, ça aussi, ça mérite d'être éclairci. Et c'est à ça aussi que sert, je termine par là, le Conseil national de transition, qui dans ses attributions non seulement est chargé d'élaborer les textes de loi, mais aussi est chargé de promouvoir les droits humains. Bien sûr. Alors, quand on voit qu'il y a des problèmes d'interprétation, il y a des problèmes de détention provisoire, le CNT peut prendre l'initiative, par exemple, de faire une proposition de loi pour éclaircir les textes ou pour donner moins de pouvoir à un procureur, pour donner moins de pouvoir à un juge d'instruction, pour en tout cas éclaircir cela. Donc, je pense que vraiment, les acteurs, on doit penser ce problème de manière vraiment globale et vraiment chercher tous les acteurs justement concernés comme le CNT et d'autres acteurs de la société civile doivent se concentrer sur vraiment des solutions de fond et ça passera certainement par la clarification de la loi. Bien, oui, Oscar. L'autre chose, peut-être que l'opinion publique ne sait pas, il y a eu beaucoup de réactions d'indignation dans plusieurs villes. On nous a remonté les informations. Et comment vous expliquez, qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de leur frustration? Il y en a qui vont jusqu'à dire que la justice n'est plus là et qu'il est en prison parce que quelqu'un veut qu'il soit là. Moi, j'aime un peu faire un retour sur l'histoire récente de la Guinée. Vous vous souvenez des discussions, des brouilles entre le magistrat, je crois, le juriste Sidi Ndiaye et Charles Wright, jusqu'à ce qu'ils sont allés à s'enregistrer l'un l'autre. Et le but de ça, c'était quoi? Jusqu'à ce que l'un a enregistré l'autre. Soyons précis. Charles Wright a enregistré. C'est mieux. Il a mis cet enregistrement à la place publique. Quand je parle ainsi, donc on sait... Non. C'est comme si Ndiaye l'avait enregistré. Charles Wright voilà. Il l'avait fait pourquoi? Et sans son consentement. Il l'avait fait pourquoi? C'est pas lui qui l'a mis sur la place. Qui l'a mis? Qui a donné un média concurrent. Le média concurrent. Je pense. Il l'avait fait pourquoi? C'était pour sa garantie de vie. Se mettre en sécurité vis-à-vis, en assurance vis-à-vis de l'opinion. Et je crois le but a été atteint. Sincèrement, parce qu'aujourd'hui, il est ministre. Et encore, le lendemain du 5 septembre, quand les magistrats, les professionnels en tout cas de droit ont été appelés, ils disent comment, avec l'ancien régime, avec le régime du professeur Alpha Condé, il n'avait pas les mains libres. L'opinion est là, en train d'observer. L'opinion observe, parce que c'est ce côté-là qu'on n'a pas dit. Le professionnel de droit, le professionnel en la matière, il était là, Maître Traoré. Je crois qu'il a expliqué tous les manquements qu'ils sont en train de faire comme ça et tout ce que M. Kabinet s'il est en train de subir. Mais ils le savent. Ceux qui l'ont mis en prison le savent bel et bien. Mais ce qui n'a pas été dit, il ne faut pas que cette transition-là soit un instrument à démoraliser, à décourager les patriotes. Puisque... Et si M. Kabinet Silla avait pris ses actions aujourd'hui, partir au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, je vous assure, il serait protégé. Il serait protégé. Mais aujourd'hui, s'il a tout ce problème-là, parce que simplement, celui qui est à la tête, peut-on dire qu'il a peut-être la bonne volonté, mais les professionnels en la matière, eux, ils sont incapables d'aller l'expliquer. Pendant combien de temps le monsieur est avec nous, nous n'avons rien trouvé. Ayons le courage de le laisser. Cela va renforcer un peu. Rétablir la confiance de l'opinion. Parce que quoi qu'on fasse, c'est la loi, Ali Touré a droit à interjecter, droit. Mais l'opinion aussi a sa place. Parce que tout ce que nous faisons là, on observe et on sait lire entre les lignes. Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis en train de dire qu'il est victime de son patriotisme. M. Kabinet est victime de son patriotisme. Parce que vous le connaissez maintenant ou auparavant, on sait qu'il a été opérateur économique avant même le régime qu'il a servi. C'est clair. Et ce n'est pas un crime qu'il soit à proximité de quelqu'un qui a dirigé ce pays. Nous avons connu d'autres personnes avant lui qui ont créé des entreprises, qui ont eu
des privilèges du président de la République. Mais celui qui est venu après, eux n'ont pas été inquiétés, ni leur entreprise. Ouais. Mais pourquoi lui? Une fixation sur sa propre Prenons personne. seulement le Joma Media. Prenons seulement Joma Media. On avait annoncé l'autre jour là que la HAC a déjà reçu l'argent pour les subventions. Souvenez-vous, j'aime cette histoire-là. Quand les journalistes, les associations de presse sont venus, je crois, c'était Dadis, au temps du CNDD, en 2009, devant Dadis, ils ont expliqué leurs préoccupations. Et les subventions de 500 millions est arrivé jusqu'à 3 milliards. C'est Dadis qui l'avait fait. Et jusque maintenant, ça n'a pas dépassé dans les environs de 3 milliards. Mais imaginez encore les redevances annuelles que les médias, les patrons, les promoteurs de médias payent pour l'État, l'ARPT. Vous voyez, donc, mais si on arrive à hypothéquer tout ça, aujourd'hui, on gèle tous les comptes, on est en train de détruire, de faire, de tuer toutes les entreprises des promoteurs, franchement, c'est décourageant. Nous voyons les baronines Gambi au Mali ici, les rois 12-12 au Mali. C'est des personnes, là-bas, eux, ils ne sont pas inquiétés par leur État. Ils font tout, mais... Franchement, ils n'ont aucune inquiétude. Mais pourquoi dans notre pays... Le PDG de, c'est pas si Eboma fait. Oui, Eboma, il a été protégé. Il y a certains opérateurs dans d'autres pays, ils aillent ailleurs avec d'autres citoyens ordinaires, ils aillent escroquer d'autres personnes, ils amènent l'argent dans leur pays, malgré tout le... non, c'est pas ce que nous demandons. C'est pas ici, on demande que le droit soit dit. Regarde ce qui se passe. C'est pas un citoyen qui porte plainte contre M. Kabila là. On dit non parce qu'il a des immeubles, il a des entreprises, il y a ceci et il y a cela. On est contre. C'est-à-dire, c'est grave. Bien. C'est très grave. C'est des personnes à protéger, à l'image de M. KPC, à l'image d'Antonio Soare, comme Carlo l'avait dit. C'est des personnes vraiment à protéger pour ne pas décourager d'autres personnes à investir dans le pays. Mais ce sont aussi des justiciables. Très bien. Non, c'est des justiciables. Mais pendant combien de temps le fait d'être opérateur économique. D'accord. Le fait d'être opérateur économique ne vous met pas au-dessus de la loi. On le précise. Au-dessus de la loi. C'est clair. Je pense que le débat sur mais je pense que c'est clair. Non, attention, on disait tout le monde peut être jugé, que vous soyez opérateur économique ou quoi que ce soit. On s'est compris là-dessus. Ça ne pas de votre c'est clair. Tout le monde, y compris si vous êtes politicien. On a tous les mêmes droits. Et puis il faut qu'on précise, comme l'a dit Oumar Kourouma tout à l'heure, c'est qu'on n'est même pas en train de dire que c'est la CRIEF dans sa totalité qui est mauvaise. Il y a des magistrats à l'interne qui ont le courage et qui acceptent de dire le droit. Ça aussi, il faut le dire de partir. Très souvent. Même ces trois très souvent. Oui, parce que d'autres sont parrainés à la présidence. Bien, d'accord, allez-y. Et les autres sont dans leur rôle. Le temps est presque arrivé, mais je voudrais simplement commencer par dire que le secret du changement, c'est de faire tout son effort sur le nouveau et de ne pas combattre l'ancien. C'est très important. Et aujourd'hui, nous voyons qu'à l'état actuel des choses, il y a un effort juste pour combattre des entités, puisqu'ils étaient des anciens, ils étaient dans un système. Il fallait plutôt coordonner et concerter des actions qui, quand nous les capitalisons, ça pourrait servir le pays. Ça, c'est le plus important. Alors, je vais axer un peu mon développement sur le chaos institutionnel qu'il y a autour de ces opérations juridiques, le chaos même des structures. Le premier chaos d'abord, c'est le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. En les associant, nous ratons complètement le débat, puisqu'il est incompatible qu'il y ait droits de l'homme et justice, parce que le ministère de la Justice, par principe, c'est comme si vous êtes le ministère qui ministre du plan. Bon, on me fait signe, on va revenir. Autour même, au moment même d'établir les institutions en question. Je parlais en première position du ministère des Droits de l'Homme et le ministère de la Justice. Le fait de les associer, ça devient compliqué. Vous avez, hier, l'avocat de M. Bulguit rappelait qu'il allait faire un recours si jamais cette injonction, cette ordonnance n'est pas mise en œuvre, qu'ils vont, en tant que le collectif des avocats de Bulguit, vont écrire au ministère des Droits de l'Homme. En réalité, il est à la fois ministère des Droits de l'Homme, on ne sait pas. C'est lui qui aurait donné l'ordre de ne pas libérer. S'il devait encore donner l'ordre de libérer, la contradiction est là. Ça va être compliqué. Elle va être très problème. Le deuxième problème, c'est même l'organisation de la CRIEF elle-même. En créant 2 degrés d'instruction à l'intérieur d'une seule juridiction, ça crée un problème, puisque
la chambre de il y a la chambre d'instruction et la chambre de contrôle de l'instruction. Ce qui quand même en droit basique, ça peut compromettre les libertés, puisque le président de la chambre d'instruction et le président de la chambre de contrôle est dirigé toujours par le président de la CRIEF. L'organe n'a pas changé, même si la liberté qu'ils ont, puisque rappelons bien qu'un juge d'instruction, c'est un juge indépendant, il n'est pas à l'apanage de quelqu'un. Mais si aujourd'hui on devait quand même moi j'avoue quand même ce chaos est entretenu à dessein. Là, moi, je pense que les conditions sont réunies pour créer des problèmes. De ce qu'ils veulent. Ce qui pourrait attirer l'attention de tout le monde sur certaines questions, c'est de dire que le procureur va toujours interjeter appel, se pourvoir en cassation. C'est très bien si c'était que du droit. Si c'était du droit, les détenus eux-mêmes auraient trouvé leur compte, puisque si on n'applique le droit, ces gens-là seraient libres. Si aujourd'hui, on les détenait aujourd'hui pour chercher des preuves contre eux, ça devient compliqué. La liberté, n'oubliez pas que le portefeuille de l'État va toucher un coup très sérieux si ces gens-là sortaient et qu'on ne les reproche de rien. Jusqu'à date, là, ce que je connaissais, c'était 50 000 par jour d'emprisonnement sans raison. Donc si vous calculez celui qui fait 20 mois, c'est 20 fois 30 fois 50 000. Mais bien sûr. Donc c'est extrêmement compliqué. On devrait penser à ces aspects-là. Si les condamnés, si les jugés à la maison, ça ne crée aucun problème, ce sont des chocs de famille. On peut également, avec le budget colossal du ministère de la Justice, acheter des bracelets électroniques pour permettre à ces gens de ne pas quitter le territoire. On peut les contrôler. Aujourd'hui, l'évolution en tout cas, là. Ça évolue bien. Ouais. Moi, je ne pense pas qu'un bracelet électronique serait très cher, que le gouvernement guinéen ne puisse pas l'acquérir pour certains types de prisonniers, pour les permettre de venir se présenter s'ils craignent que ces gens... Et finalement, la crainte des gens aussi se justifie. Tous qui sont partis ne reviennent pas, puisque ceux qui sont là ne peuvent même pas voyager. Parfois, rien ne les reproche de façon officielle. Ils se rendent compte seulement quand ils se rendent à l'aéroport qu'ils ne peuvent pas voyager. Donc, la liberté prend un coup très sérieux et en pareille circonstance, chacun protège sa zone vitale et naturellement, quand vous sortez, vous ne revenez plus dans un pays où il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas des structures sanitaires qui pourraient, en cas de complications, vous prendre en charge. Donc, vous voyez la souffrance de ces gens-là. Et d'ailleurs, moi, je m'offusque quand on dit, bon, on n'a retrouvé que 15 milliards contre Kassori, s'il a dirigé pendant longtemps, c'est que s'il n'a que ça, et si même il n'y a pas ça, parce que lui, il conteste quand même que ça. Donc, s'il n'y a pas que ça, on ne peut pas trouver quelque chose. Si ces gens-là n'ont rien plus, on ne peut rien trouver contre eux. C'est clair. C'est quand même choquant que quand on les prenait, bon, on a des voleurs avec nous. Aujourd'hui, ils sont là, il n'y a pas d'éléments de preuve. C'est quand même le CNRD est monté sur ses chevaux et aujourd'hui, ils sont gênés de les libérer en disant que ces gens-là ne doivent rien. Ils ne devraient pas être. Mais si la boussole dont ils ont parlé, c'est de les aider, d'aider le peuple de Guinée, il faut reconnaître ces gens-là. Nous, on a eu l'impression que ces gens-là ont volé, puisque pour le commun des mortels, on sait que chacun dit les gens là ont volé. Mais qu'est-ce que prouve qu'ils ont volé? Rien ne le prouve. Ils ont eu l'opportunité, ils ont les banques à leur charge, la police, la gendarmerie, les services tous les moyens possibles, le gouvernement, tout ça. Mais si on n'arrive pas à prouver qu'ils ont volé, ça veut dire qu'ils n'ont pas volé. Aujourd'hui, ça rassure qu'il faut éviter d'avoir des avances, des accusations gratuites contre les gens. Moi, en tout cas, je ne suis pas pour la logique parce que vous avez dirigé, vous avez volé. Je ne suis pas. Il faudrait pouvoir prouver. Et normalement, si quelqu'un a volé, c'est vraiment facile de le prouver. Bien, on me fait signe que Idriss Chéri